présente leçon, nous discutons d'un produit dérivé que l'on appelle l'option. Un produit dérivé est un placement basé sur un actif sous-jacent qui implique une tolérance plus élevée au risque. Mais différents usages sont possibles. Certains produits dérivés peuvent être utilisés pour se protéger contre le risque. Il existe maints produits dérivés. Mentionnons ici les bons de souscription, les droits de souscription, les contrats à terme ou les contrats à livrer. Mais dans la présente leçon, nous porterons notre attention sur les options. Il y a deux sortes d'options, l'option d'achat et l'option de vente. Commençons notre explication par l'option d'achat et une histoire qui nous aidera à mieux comprendre, espérons-le, la pertinence de ce produit financier. Mademoiselle Mélodie a mis sa maison en vente et Monsieur Bastia aimerait bien l'acheter. Oh, je suis intéressé par votre maison. Le seul problème ici, c'est qu'au cours des 3 prochains mois, la valeur de cette maison pourrait fortement changer. Ceci dû au fait que le terrain adjacent sera vendu à un inconnu et on ne sait pas trop qui sera ce voisin. Il y a donc 2 possibilités. Ça pourrait être un mauvais voisin. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec un tel vacarme et de telles externalités négatives, à coup sûr que cette maison perdrait en valeur et ne vaudrait plus que 100 000 $. Mais fort heureusement, une autre possibilité plus intéressante, celle-là, serait d'avoir un très bon voisin, plutôt. Un être tellement exceptionnel que sa simple présence ferait augmenter la valeur de tout le quartier. Un être digne d'éloge. Le voisin idéal. Enfin la paix. Le bonheur tout simple que l'on saisit sans avoir à s'imposer aux autres. Enfin. Hey, t'as-tu fini avec tes maudites niaiseries? Tu vas-tu finir par nous dire c'est quoi une option d'achat? Pas de temps à perdre, moi, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Hey, tu m'écoutes-tu, toi, là? Arrête de me niaiser! Oh, excusez, on parle des options, là. Alors, revenons à notre histoire. Nous comprenons que l'actif sous-jacent ici, la maison, peut s'apprécier ou se déprécier. Il y a donc un risque éventuel quant au prix futur de cette maison. Alors, bien sûr qu'avant de l'acheter, il faut être prévoyant. Eh bien, justement, en homme prévoyant qu'il est, M. Bastia fait alors une offre à Mademoiselle Mélodie de lui acheter un droit au prix de 1000 $. Le droit, mais non l'obligation, de lui acheter cette maison à un prix connu à l'avance, 500 000 $ au cours des 3 prochains mois. Voilà 1000 $ pour vous. Fait à noter, M. Bastia a maintenant une option d'achat entre les mains et que cette option soit exercée ou non par M. Bastia, Mademoiselle Mélodie aura tout de même fait, en lui vendant ce droit, 1000 $ de revenus additionnels. Maintenant, si le mauvais voisin finit par déménager à côté de la demeure de Mademoiselle Mélodie, eh bien, M. Bastia n'exercera pas son option d'achat et Mme Mélodie s'en sortira avec un gain de 1000 $ et l'option que M. Bastia avait entre les mains viendra à échéance et celui-ci perdra la totalité de ce montant, mais au moins cette option d'achat lui aura procuré une certaine sécurité. Dans l'éventualité où, au contraire, le très bon voisin vient s'installer à côté de la demeure de Mademoiselle Mélodie, eh bien là, M. Bastia pourra exercer son option d'achat. Il paiera à Mademoiselle Mélodie 500 000 $ et la valeur de la maison aura augmenté à 1 million de $. Fait à noter, à ce moment-là, Mademoiselle Mélodie sera tenue de vendre sa maison à 500 000 $, même si la valeur du marché la reconnaît être plus élevée.
Donc ici, les gains par Mademoiselle Mélodie sont de récolter 500 000 $ pour la vente de sa maison ainsi que 1 000 $ pour sa vente de l'option d'achat à M. Bastia. Quant à M. Bastia, l'appréciation de l'actif sous-jacent l'aura avantagé puisqu'il pourra acheter cette maison à un prix de 500 000 $ alors qu'elle vaut maintenant 1 million de dollars pour un gain en capital de 500 000 $. Maintenant, il avait précédemment payé cette option d'achat, ce droit, à un prix de 1 000 $. Donc, ultimement, il aura fait un gain de 499 000 $. Voici une petite histoire qui nous aidera à mieux comprendre maintenant l'option de vente. La valeur de la maison de Mélodie est de 500 000 $, mais celle-ci s'inquiète. Elle craint un quelconque événement qui viendrait affecter à la baisse le prix de sa maison. C'est alors que M. Bastia, passant par là, lui dit la chose suivante. « Donne-moi 3 000 $ et je te promets que j'achèterai ta maison 500 000 $ dans les 3 prochains mois si tu me le demandes. » M. Bastia vend son option de vente au prix de 3 000 $ à Mélodie. C'est qu'il n'anticipe nullement une dépréciation de la valeur de la maison de Mélodie. Ainsi, il croit que Mélodie n'exercera pas son option puisque la valeur de sa maison devrait, selon lui, s'apprécier au cours des 3 prochains mois et non se déprécier. L'idée de vendre cette option de vente lui aura ainsi permis de s'enrichir d'un montant de 3 000 $. L'achat de cette option de vente permet à Mélodie d'obtenir une certaine sécurité. Si la valeur de sa maison en venait à chuter, elle pourrait exercer son option, aller voir M. Bastia et exiger de lui qu'il lui achète sa maison à 500 000 $, et ce, même si la valeur du marché est inférieure à ce montant. Clairement, nous pouvons constater que le gros du risque est pris ici par M. Bastia. Espérons pour lui qu'il fera un bon usage de cette maison. Oh, j'admettrai que c'est quand même une très belle maison. Alors, après avoir raconté toutes ces histoires, nous sommes maintenant prêts à aborder le sujet avec plus de précision. Qu'est-ce qu'une option? Eh bien, une option, c'est un contrat entre un acheteur et un vendeur. Le contrat porte sur un élément sous-jacent. Alors, dans le monde des valeurs mobilières, l'élément sous-jacent, ce n'est pas une maison comme dans notre exemple fictif. Non. Dans le monde des valeurs mobilières, une option est un contrat qui porte sur 100 actions. Donc, une option équivaut à 100 actions. Et si vous achetez 10 options, l'élément sous-jacent est donc de 1000 actions cotées en bourse. Comme nous l'avons vu dans nos petites histoires, essentiellement, il existe 2 types d'options. L'option d'achat, que l'on appelle « call » en anglais. Elle confère à son détenteur le droit, mais non l'obligation d'acheter l'élément sous-jacent à un prix donné, à l'intérieur d'un délai prescrit. L'autre type d'option, l'option de vente, que nous appelons en anglais « put », elle confère à son détenteur le droit, mais non l'obligation, de vendre l'élément sous-jacent à un prix donné, à l'intérieur d'un délai prescrit. Alors, l'option a une durée de vie. C'est un peu comme un coupon rabais. Passé une certaine date, le coupon rabais n'a plus aucune valeur et on ne peut plus l'utiliser. Alors, donc, pour l'option, une fois l'échéance du contrat dépassée, le détenteur ne peut plus faire valoir ses droits. L'option n'a alors plus aucune valeur. Une option, généralement, a une durée de vie de 3, 6 ou 9 mois. Bon, certaines options, comme les LEAPS, L-E-A-P-S, peuvent durer plus longtemps. L'option dite américaine peut être exercée tout au long du délai
prescrit. Alors, si on a une option américaine qui a une échéance de 3 mois, on peut exercer cette option n'importe quand pendant ces 3 mois. Alors que l'autre type d'option s'appelle l'option européenne et elle ne peut, elle, être exercée qu'à son jour d'échéance. Pour mieux s'y retrouver, jetons un coup d'œil au tableau résumé des droits et obligations rattachés à une position sur option. Alors, ce que l'on doit comprendre ici, bien sûr, c'est qu'une option, c'est un droit. Lorsque un individu achète une option, il achète un droit. Quant au vendeur de ce droit, au vendeur de cette option, il souhaiterait que l'option ne soit pas exercée. Mais si l'option, le droit, en venait à être exercé par son détenteur, eh bien le vendeur de l'option serait tenu d'acheter ou de vendre des titres. Le vendeur de l'option aurait donc une obligation, ou dit autrement, un devoir. Alors on peut comprendre ici que lorsque l'option est exercée, le vendeur de cette option aura une obligation ou un devoir, alors que l'acheteur de l'option aura exercé un droit. Alors, pour l'option d'achat, en ce qui a trait à son détenteur, à son acheteur, cela donne le droit à l'acheteur de l'option d'acheter l'élément sous-jacent à un prix fixe et dans un délai prescrit, alors que pour cette option d'achat, le vendeur aura un devoir, une obligation. Si l'option est exercée par l'acheteur, le vendeur de cette option sera tenu de vendre l'élément sous-jacent à un prix fixe et dans un délai prescrit. Maintenant, pour ce qui est de l'option de vente, son détenteur ou son acheteur, alors cela lui donnera le droit à cet acheteur de vendre l'élément sous-jacent à un prix fixe et dans un délai prescrit, alors que pour cette option de vente, le vendeur, lui, aura un devoir, une obligation. Si l'option est exercée par l'acheteur, le vendeur de cette option de vente sera tenu d'acheter l'élément sous-jacent à un prix fixe et dans un délai prescrit. Alors, ceci est un tableau résumé des droits et obligations rattachés à une position sur option. Cela peut aider à mieux comprendre le type de transaction et de joueurs dans ce marché. Alors, qu'est-ce qui peut bien motiver un individu à acheter une option d'achat ou à la vendre? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ici. Ça aussi, ça va nous aider à mieux comprendre la pertinence de ce marché des options. Alors, en général, quand on achète une option d'achat, c'est parce qu'on anticipe une augmentation future du prix de l'actif sous-jacent. Alors, imaginez que vous achetez une option sur certaines actions, ça va vous donner l'occasion, si vous exercez celle-ci, d'acheter des actions à un prix inférieur à leur valeur marchande, ce qui sera pour vous une aubaine, un gain assez remarquable. Alors que lorsqu'on se met dans la peau du vendeur de l'option d'achat, eh bien, celui-ci, on peut considérer qu'il souhaite que l'option ne sera pas exercée. Et si l'option n'est pas exercée, il n'aura pas de devoir, d'obligation. Il va simplement recevoir un montant pour sa vente de cette option d'achat. Alors, normalement, la personne qui vendrait cette option d'achat ne croit pas que le cours de l'actif sous-jacent va s'apprécier. Il ne croit pas ça. Et c'est ce qu'il souhaite en tout cas. Alors, il y a différentes raisons potentielles qui pousseraient un individu à acheter une option d'achat. Voici quelques exemples. Premièrement, parce que l'on croit que le prix de l'élément sous-jacent va monter.
Et si jamais c'est le cas et qu'on exerce notre option d'achat, ce que ça va vouloir dire, en fait, c'est qu'on va pouvoir acheter à rabais des actions et réaliser ainsi un gain en capital intéressant. Alors, on pourrait, à ce moment-là, exercer l'option, réaliser un gain en capital ou encore revendre cette option qui aura une valeur accrue sur le marché. On pourrait aussi vouloir acheter une option d'achat pour bénéficier d'un effet de levier. Alors, le coût de l'option ne représente qu'une fraction de l'élément sous-jacent. On contrôle donc beaucoup d'actions à un coût moindre. Parce que si vous achetez une option, vous contrôlez potentiellement 100 actions. Alors, ça peut impliquer à ce moment-là qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'argent pour pouvoir avoir un potentiel de contrôle très important sur des actions. Une autre raison qui pourrait nous pousser à vouloir acheter une option d'achat, c'est que ça pourrait nous permettre de connaître à l'avance le prix pour l'élément sous-jacent qu'on veut acheter. En attendant, une entrée de fonds, par exemple. Alors, vous voulez vous garantir un prix d'achat, vous êtes intéressé à les actions d'une entreprise, mais vous n'avez pas présentement les fonds et vous craignez, par exemple, une augmentation future dans le prix, eh bien, ça pourrait vous permettre de vous garantir un prix d'achat et vous allez ainsi pouvoir garnir votre portefeuille de ces titres en exerçant votre option subséquemment, quand vous recevrez votre entrée de fonds, par exemple. Enfin, une autre raison pour laquelle il serait peut-être pertinent de s'acheter une option d'achat, c'est lorsque l'on a effectué précédemment une vente à découvert et qu'on veut se protéger contre le risque potentiel d'une appréciation du titre. Alors, on se rappelle que la vente à découvert consiste à vendre maintenant à un prix et pour racheter par la suite lorsque le prix aurait baissé. Maintenant, le problème avec la vente à découvert, c'est que si le prix monte, au contraire, la perte est potentiellement, théoriquement du moins, infinie. Alors, une bonne façon de se protéger contre une appréciation de l'actif, ça serait tout simplement d'avoir acheté une option d'achat au cas où la vente à découvert tournerait mal. Voici un exemple explicatif. En janvier, le prix de l'action ABC se négocie à 30 $, tandis que le prix d'une option d'achat est de 2,50 $. Et cette option pourra être exercée d'ici le mois de juillet au prix d'exercice de 30 $. Vous achetez donc cette option, 2,50 $. Maintenant, vous savez qu'il y a 100 actions qui sont liées à cette option. Alors, vous allez donc devoir payer 2,50 $ multiplié par 100, donc 250 $ pour obtenir cette option d'achat de l'action ABC à 30 $ d'ici juillet prochain. Alors, le vendeur s'est enrichi de 250 $. Il espère que vous n'exercerez pas votre option, donc il ne croit pas que le prix de l'actif sous-jacent, l'action ABC, va s'apprécier au-delà de 30 $. Maintenant, supposons qu'en mars, le cours de l'action ABC Bourse se transige à 35,50 $ et que vous décidiez d'exercer cette option. Alors, voici un sommaire de la transaction finale. Vous avez acheté 100 actions de ABC au prix de 30 $. Vous avez ensuite revendu ces actions au prix de 35,50 $. Votre gain final est donc de prix de vente, 35,50 $ moins prix d'achat, 30 $. Donc, vous faites 5,50 $ fois le nombre d'actions que vous avez pu obtenir, c'est-à-dire 100. Alors, votre gain est de 550 $. Maintenant, il faut tenir compte du fait que vous aviez tout de même dû défrayer 250 $ pour l'achat de cette option d'achat. Alors, si on tient compte de ce 250 $,
et qu'on le soustrait du 550 $, vous faites un gain en capital de 300 $. Fait à noter, vous n'auriez pas été obligé d'exercer cette option. Vous auriez pu aussi la revendre tout simplement sur le marché des options et ainsi faire un gain en capital également. Il est évident que cette option avait une valeur intrinsèque puisque le prix du marché était plus élevé que le prix de levée, que le prix d'exercice. Alors, la valeur intrinsèque pour une option d'achat, on l'obtient en prenant le prix du marché moins le prix d'exercice. Alors ici, on avait 35,50 $ qui était le prix du marché, moins le prix de levée, le prix d'exercice de 30 $. Donc l'option valait au minimum 5,50 $. Terminons cet exemple en mentionnant que l'achat d'une option permet de générer un effet de levier important. Ici, le rendement est de 120 %. Ce montant de 120 % est obtenu en prenant le gain en capital de 300 $ pour notre transaction, divisé par le montant investi, 250 $ pour l'achat de cette option d'achat. Et alors, on met le tout en pourcentage et c'est comme ça qu'on voit un rendement aussi important. Si on avait plutôt acheté directement des actions, 100 actions de l'entreprise ABC à 30 $ pour un investissement de 3 000 $, on aurait obtenu, oui, 3 550 $, mais le levier aurait été beaucoup moins grand et le rendement beaucoup moins élevé. Donnons maintenant un exemple de transaction portant sur une option de vente. Alors, en janvier, le prix de l'action ABC se transige à 30 $, alors que sur le marché, le prix d'une option de vente, put, pour le titre ABC, se négocie à 2 $. Alors, si on possède cette option de vente, on pourra l'exercer d'ici juillet en mettant les actions de ABC en vente à 30 $. Et dans un tel cas, le vendeur de cette option de vente sera tenu de les acheter à ce prix. Maintenant, si jamais le cours de l'action ABC monte en haut de 30 $ d'ici juillet et ne redescend pas, bien, on ne va certainement pas exercer le droit de vendre un titre 30 $ alors qu'il est évalué à un prix plus élevé sur le marché. On n'est pas fou à ce point-là. Alors, dans une telle situation, l'option de vente viendrait à échéance et ne vaudrait plus rien, ne serait pas exercée. Et son vendeur initial serait très content. Il aurait fait quoi? Pour une option, 200 $ de gain. Maintenant, supposons que le cours de l'action ABC chute à 25 $ en mars. Alors, pour l'acheteur, ça va être une occasion très intéressante de faire un gain en capital. L'acheteur pourrait exercer son option, vendre au vendeur l'action de ABC à 30 $ alors qu'elle ne vaut que 25 $. Alors, admettons que cet acheteur de cette option de vente, c'est vous. Vous exercez cette option. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est acheter 100 actions de ABC à 25 $ pour ensuite les revendre à 30 $ à ce monsieur qui vous avait vendu cette option de vente. Alors, vous allez réaliser un gain en capital et celui qui vous a vendu cette option de vente va se retrouver avec 100 actions de ABC qu'il aura payé 30 $ alors que le titre ne vaut plus que 25 $. Soit dit en passant, vous auriez pu aussi, au lieu d'exercer cette option, tout simplement la revendre et cette option aurait eu une valeur intrinsèque. Voyons maintenant comment on peut effectuer des calculs pour voir qu'est-ce que cette transaction implique au niveau des rendements. En janvier, vous aviez acheté une option de vente pour l'entreprise ABC et vous aviez le droit de vendre d'ici juillet les 100 actions que vous possédiez au prix de 30 $ au prix d'exercice. Alors, voici un résumé de la transaction qui va vous permettre de réaliser un gain en capital. Alors, ce que vous devez faire, c'est
d'acheter 100 actions au prix de 25 $. C'est en mars le prix de cette action ABC. Puis, vous devez exercer cette option en exigeant de celui qui vous a vendu ce put qu'il achète ces actions à 30 $ chacune. Cette transaction va vous procurer donc un gain de 500 $. 3 000 $ moins 2 500 $. 100 actions fois 30 $ moins 100 actions à 25 $. Alors, en considérant que vous aviez initialement payé pour cette option la somme de 200 $, votre gain en capital est de 300 $. Alors, tout comme avec l'option d'achat, le rendement peut aisément être très élevé. Alors ici, le gain divisé par le montant investi, on met ça en pourcentage, ça va nous donner le rendement. Alors ici, 300 $ de gain sur 200 $ d'investi. On a acheté l'option de vente. Alors ça donne un rendement de 150 %. Donc c'est très important. Et ça donne aussi un levier plus élevé qu'avec la vente à découvert. Parce que on a seulement payé 200 $ pour contrôler 100 actions ou encore 2000 $ pour contrôler 1000 actions. Alors, le levier est très important, plus important que pour la vente à découvert. Enfin, mentionnons ici qu'on n'était pas obligé d'exercer cette option de vente. On avait tout simplement à revendre cette option, à revendre ce droit à quelqu'un d'autre sur le marché, puisque l'option de vente avait une valeur intrinsèque. Alors, pour l'option de vente, on calcule la valeur intrinsèque de celle-ci en prenant le prix d'exercice, ici c'était 30 $, moins le prix du marché, qui était de 25 $. Et on peut être certain qu'on va être capable d'obtenir au moins ce prix-là en vendant cette option-là sur le marché des options au lieu de l'exercer. Alors, en résumé, pourquoi acheter une option de vente, un put? Bien, parce que l'on croit que le prix de l'élément sous-jacent va tomber. Aussi, pour se protéger contre le risque d'une baisse du cours, si vous détenez des actions et que leur prix se met à chuter, vous pourriez limiter vos pertes un peu comme une assurance. Admettons que vous ne voulez pas vous défaire de vos actions. Vous les aimez, ces actions-là, mais vous craignez une chute prochaine du cours. Vous pourriez ainsi vous prémunir d'une perte importante. Enfin, lorsque l'on possède une option de vente, on peut bénéficier d'un effet de levier, contrairement à la vente à découvert. Pourquoi vendre une option de vente? Eh bien, pour le vendeur, c'est une occasion de faire des revenus additionnels dans la mesure où l'option n'est pas exercée. Bon, si l'option est exercée, le vendeur de cette option de vente va être tenu d'acheter les éléments sous-jacents. Maintenant, si ces éléments sous-jacents sont considérés comme valables, eh bien, ça deviendrait une façon intéressante de se procurer des titres désirables dont le cours a récemment baissé, mais le prix de l'action pourrait remonter éventuellement. Enfin, prenons note ici de quelques faits historiques concernant les marchés des options. En 1973, on a créé le Chicago Board Option Exchange pour la négociation des options. Pour faciliter la liquidité de ce marché, on a standardisé certaines caractéristiques des contrats d'options. On a aussi créé une chambre de compensation afin de garantir le respect des contrats signés. Cela a permis d'éliminer tout risque de défaillance. Et depuis, le marché des options a connu une croissance phénoménale pour deux raisons, la standardisation et la garantie des contrats. Enfin, si on décidait de vendre son option plutôt que de l'exercer, on doit savoir que le prix d'une option est déterminé par deux valeurs, la valeur intrinsèque et la valeur temps. Pour la valeur intrinsèque de l'option d'achat, il faut prendre le prix du marché de l'actif sous-jacent moins
le prix d'exercice. Alors que pour la valeur intrinsèque de l'option de vente, il faut prendre le prix d'exercice moins le prix du marché de l'actif sous-jacent. Et la valeur intrinsèque d'une option ne peut jamais être négative. Voici un exemple. Le prix du marché de l'action XYZ est de 50 $ et le prix d'exercice de l'option d'achat sur XYZ est de 45 $. Alors que le prix de l'option d'achat de XYZ est de 7 $. Êtes-vous capable de déterminer quelle est la valeur intrinsèque de cette option d'achat? Eh bien, la valeur intrinsèque est de 5 $. Il faut prendre le prix du marché moins le prix d'exercice. On voit que, en soi, cette option vaut automatiquement 5 $. Maintenant, si elle se vend plus cher que 5 $, 7 $, c'est à cause de la valeur temps ici. La valeur temps est de 2 $. Donc, la valeur temps a une dimension, un volet peut-être un peu plus subjectif que la valeur intrinsèque. Mais qu'est-ce que c'est que la valeur temps? C'est la possibilité, finalement, dans le cas de l'option d'achat, que le prix de l'actif sous-jacent continue à s'apprécier davantage. Alors, plus l'échéance est éloignée, plus la valeur temps sera importante. Mais plus on va se rapprocher de l'échéance de cette option, eh bien, plus cette valeur temps va diminuer. Ultimement, à la toute fin, la valeur temps va devenir 0. Voici un autre exemple qui va nous permettre de mieux comprendre. Alors, le prix du marché de l'action XYZ est de 50 $, alors que le prix d'exercice de l'option d'achat sur XYZ est de 55 $. Alors, évidemment, vous pouvez comprendre qu'il n'y a personne qui va exercer son droit d'acheter les 100 actions à 55 $, alors que le prix du marché est de 50 $. On n'est pas complètement fou. Mais néanmoins, le prix de cette option d'achat de XYZ n'est pas de 0 $. Alors ici, il n'y a pas de valeur intrinsèque négative en passant. On voit bien que ici, le prix du marché est inférieur au prix d'exercice, mais il n'y a pas de valeur négative intrinsèque. Par contre, le prix de l'option d'achat se vend 1 $. Alors ça veut dire que c'est uniquement attribuable à la valeur temps. Il y a une possibilité, avant que cette option vienne à échéance, il y a une possibilité que le prix du marché pourrait s'apprécier au-delà de 55 $. Cette possibilité va être de moins en moins grande et la valeur temps va être de plus en plus petite, plus on va se rapprocher de l'échéance de cette option d'achat. Alors, quand la valeur intrinsèque d'une option est de 0, eh bien, on dit que l'option est en dehors. Alors que quand il y a une valeur intrinsèque qui est liée à une option, on dit de l'option qu'elle est en dedans. Enfin, nous terminons par un dernier exemple du prix d'une option. Alors, nous avons le prix du marché de l'action XYZ qui est présentement à 50 $, admettons. Et le prix d'exercice d'une option de vente est de 52 $. Est-ce que vous voyez tout de suite qu'il y a une valeur intrinsèque? Oui, il y a une valeur intrinsèque de 2 $ parce que vous avez le droit, si vous avez cette option, de vendre 100 actions au prix de 52 $ alors que le prix du marché est de 50 $. Donc, assurément, il y a une valeur intrinsèque de 2 $. Maintenant, le prix de l'option de vente est de 5 $. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si le prix de vente de l'option de vente est de 5 $ et que la valeur intrinsèque est de 2 $, ça veut dire que la valeur temps est de combien, dites-vous? 3 $. C'est fini cette leçon-là? Oui, c'est bien 3 $ et oui, c'est terminé. Bon, enfin, c'est fini.